Je vais vous présenter les deux auteurs qu'on a ce soir. Philippe, à l'extrême gauche, Philippe Buchet, dessinateur de sillage et avant plutôt une série qui s'appelait Nomade, si vous vous souvenez. Oui. HK aussi. Dans HK, t'étais ou pas? Non, Nomade, c'était les premiers boulots que j'ai fait avec Jean-David. Et Jean-David se présente, scénariste, alors là, pluridisciplinaire. Je ne sais pas combien tu as d'albums à ton palmarès actuellement. Je sais pas, peut-être un peu moins de 200, je pense. Un peu moins de 200, ouais, et puis dans tous les genres. Donc la conférence s'appelle Dans le sillage de sillage, donc on va essayer de découvrir le travail de ces deux auteurs. Alors, commencez tout simplement. Comment ça a commencé, votre histoire de collaboration et votre envie de SF? Ça a commencé par notre rencontre. Moi j'étais illustrateur et j'ai rencontré Sylvain Savoya, qui est un dessinateur de bande dessinée, qui m'a présenté Jean-David. Et un jour, ces deux lascars sont venus dans mon bureau, parce que je travaillais dans une agence, me proposer de travailler sur un projet de manga à la française, qui s'appelait Eurocomics. Ah oui, Eurocomics. Et c'était une série de science-fiction qui s'appelait Nomade. Alors, en fait, on avait besoin d'un auteur de quelqu'un qui dessinait de la science-fiction, parce qu'on faisait un projet de science-fiction, et Sylvain Savoya ne dessinait pas de science-fiction, et comme il avait rencontré Philippe, il avait vu qu'il dessinait des petits vaisseaux spatiaux, etc. Donc on s'est dit, autant demander à Philippe, qui faisait pas de BD, mais qu'en avait fait. Donc je te laisserai raconter après ce que tu avais fait en BD. Et donc on l'a réembauché pour faire de la bande dessinée, alors qu'il travaillait déjà. Il avait déjà un plein temps bien rempli, et donc il a accepté de faire ça. De travailler gratuitement la nuit. Oui, et tu avais un vrai métier le jour. Voilà. C'est ça, et tu travaillais la nuit sur Nomade. Donc, comme disait Jean-David, tu avais déjà fait de la bande dessinée quand même avant de travailler sur Nomade, mais à titre personnel, en amateur, dans des fanzines? Non, à titre professionnel, j'ai fait des bandes dessinées pour l'Euro. Découvrons l'Euro, par exemple, ou pour des caisses de retraite, ou pour des caissières de supermarché, ce genre de choses. La bande dessinée, alors, le vrai métier de bande dessinée, c'est de faire des trucs pour l'euro, c'est pas de raconter des histoires, quoi, finalement. Il y avait des histoires, il y avait des super histoires. Pour les caissières, il racontait des sacrées histoires, même. C'est beaucoup plus bien. Donc, bon, est venu ce projet de Nomade, qui est, vous savez quelle année ça s'est débuté? L'album il est sorti en 94, donc on a commencé en 93. On est vraiment au début des années 90, donc année pour la bande dessinée quand même assez... Enfin, je ne vais pas dire année, mais des décennies assez importantes, dans le sens où finalement elle va se créer, la maison Delcourt commence à se monter, la maison Soleil commence à se monter, mais elles sont fondées, toutes ces maisons, avec beaucoup d'histoires quand même qui sont sur la bande dessinée finalement de science-fiction ou du fantastique ou du lyric fantasy, quoi. Il y a quand même dans de genre, en tout cas. De genre, mais parce que dans les années précédentes, on sortait il y avait quelques séries comme Valérian qui traînaient, mais il n'y avait pas de. Vous avez amené quelque chose quand même dans ce genre-là, quoi. Vous avez des envies, quoi. Il y avait déjà Aquablue qui faisait ça en fait quand on a commencé Sillage, je pense que qui était un peu après. On a fait le premier album, je crois il est sorti en février 98, donc on l'a fait en 97. Mais je pense que Guy Delcourt nous avait vraiment demandé, on y reviendra un peu en vitesse, mais nous avait vraiment demandé de faire Sillage parce que justement Aquablue, il n'y avait pas trop de nouveautés, c'était un moment un peu compliqué visiblement. Donc il nous a demandé de faire du space opéra et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans Sillage. D'accord, c'est vraiment une demande d'éditeur, hein, finalement, c'est pas... C'est-à-dire qu'on avait proposé plusieurs projets à Glénat, puisque Nomade c'était fait chez Glénat, ouais. On avait... Vous aviez un format quand même, déjà dans Nomade, un format pas habituel qui était... Ouais, c'était 136 pages couleurs, et ça devait être exécuté en 6 mois. Donc, que vous aviez un format qui était entre l'album standard et le comics, quoi, finalement. Oui, c'était un format un peu étrange. Ouais. Et finalement, on a présenté plusieurs projets, et bon, Glénat, les ayant refusé tous, pratiquement, on a présenté 3 projets, si je me souviens bien. Et Delcourt, ça lui plaisait, mais il trouvait finalement que c'était pas assez science-fiction. Il trouvait que c'était trop proche d'une bande dessinée policière dans le futur, ou ce projet, ça était plutôt dans cet univers, et il nous a dit, vous n'avez pas vraiment envie de faire du space opéra, de la science-fiction, et moi, c'était un de mes désirs depuis longtemps, donc on a dit, ah bah oui, bien sûr. Et on a écrit finalement Sillage rien que pour Delcourt, parce qu'il nous l'avait demandé, on s'est dit, tant mieux, quoi. Il nous aurait dit de demander de faire un western, on aurait dit oui bien sûr aussi, parce qu'il fallait qu'on travaille. Il fallait travailler, d'accord. Non, j'aurais pas fait. Donc ça vient de l'envie, et toi Philippe, une envie graphique de faire du space opéra, dessiner des vaisseaux, des véhicules, dessin des boulons, tout dessiner, ce qui fait
enfin le décor du space opéra, quoi. Mais par contre, l'idée du sillage et de ce convoi, il vient d'où? C'est toi, Jean-David, qui l'a eu ou c'est quelque chose? C'était un mot en fait, moi j'avais un mot sillage dans la tête depuis longtemps, j'avais déjà écrit une histoire qui s'appelait Sillage mais qui avait rien à voir. Je sais pas pourquoi j'avais ce mot, je sais pas, d'un convoi, d'un truc qui suivait, j'avais fait un truc dans un désert au début sur un convoi de médicaments interdits dans un monde post-apocalyptique, mais bon, il me restait Sillage et quand on en a discuté, c'était dans le train, on revenait de Suisse avec Philippe, j'ai ressorti le mot Sillage, je ne sais pas pourquoi, et donc on a commencé à réfléchir, que ça pouvait être tout de suite on a eu cette idée que c'était un humain dans un convoi avec que des extraterrestres, ça s'est venu assez vite. Et on en a parlé à Delcourt, Philippe a fait des premiers dessins, nous notre premier personnage c'était une sorte de vampire psychique, on avait imaginé que le cerveau humain il pouvait servir à accaparer des âmes d'extraterrestres, donc le mec il tuait des extraterrestres, il leur volait leur âme, et après il pouvait les retranscrire dans des données, etc. Donc c'était la spécificité du cerveau humain. Et puis on a trouvé que c'était finalement un peu noir, et surtout quand c'est trop noir, le space opéra, en fait il faut tout expliquer. Or il y a plein de choses qui sont inexplicables parce qu'impossibles. Donc il faut un petit peu de second degré pour que ça fonctionne, parce que sinon c'est trop compliqué, toutes ces races elles peuvent pas vraiment vivre ensemble. Question de pression, question d'air, etc. Donc comment ça compliqué, donc on s'est dit on va faire un truc un peu plus second degré. Mais on n'en a pas parlé à Delcourt, c'est-à-dire qu'on a signé le contrat sur un truc et on a livré les pages au fur et à mesure de la nouvelle histoire. Donc il l'a découvert en même temps que nous. Donc avec ce personnage, alors le personnage n'est pas vampire psychique, mais une jeune fille. Ouais, on a tout pris à zéro en fait. Avant il vivait déjà dans le convoi, mais on s'est dit que ce serait intéressant de comprendre comment il est arrivé sur le convoi. Donc on s'est dit, donc on va le faire enlever par des extraterrestres en ville. Et on s'est dit c'est compliqué, ce serait peut-être mieux qu'il soit tout seul, donc on va le faire plutôt dans la jungle avec son vaisseau qui serait craché. On s'est dit si on fait un garçon ça va faire Tarzan, donc faisons une fille. Et voilà, au fur et à mesure, c'est comme ça que c'est. Alors faire une héroïne féminine dans le monde de la bande dessinée, ou des héroïnes féminines, il y en avait très peu, à part peut-être Barbarella. Ouais, il y avait Laureline. Et Laureline, bon, qui est emblématique, mais il y en a très peu, donc ça n'a pas posé de problème à l'éditeur de partir dessus, parce que ça change carrément les données de pas mal de la narration, de ses possibilités, de ses envies, quoi. Ça change beaucoup de choses de prendre un personnage féminin. Ben, on l'a un peu mis devant le fait accompli, puisqu'on lui a livré seulement, au bout de la 20e planche, je crois, au moins presque une vingtaine de planches, en disant, ben, si ça coince, si on se met à discuter, on va perdre du temps, autant faire l'histoire comme on la ressentait, et puis on verra. On prenait le risque, quoi. Et finalement, il a été vraiment notre premier lecteur, parce que il a lu, ça lui a beaucoup plu, il voulait la suite. Donc on avait gagné déjà cette partie avec notre éditeur, ce qui était pas mal. Ils ont chouigné parce que dans le premier tome, il y a un animal de compagnie, un tigre, c'est une sorte de grosse bête qu'on tue assez sauvagement, et donc ils étaient surpris eux-mêmes. Donc on s'est dit, ça veut dire que ça fonctionne. Les lecteurs sont surpris. Oui, donc vous changez un peu les codes de la narration de ce type de bande dessinée pour en faire quelque chose de différent, quoi. Bah, comme on a lu beaucoup de BD, je pense, tous les deux, qu'on connaît bien, c'était rigolo de jouer un peu avec ça. Oui, de prendre des contre-pieds, quoi, et de surprendre le lecteur. Donc le premier album, et alors vous travaillez directement pour l'album, vous ne travaillez pas pour on est quand même à une époque où la presse disparaît, où la majorité des journaux sont à peu près moribonds, quoi. On peut le dire, hein, tous les grands journaux de l'époque ont disparu. Donc, est-ce que vous avez déjà travaillé pour la presse avant ou pas? Sur le dernier tome, Philippe, il a travaillé. Oui, maintenant il y a des prépublications, mais de faire une histoire. Finalement, les chroniques de Sillage, sont où on avait invité des copains dessinateurs à travailler sur 8 pages, sur des petites histoires, que ce soit des épilogues ou des prologues aux albums, a permis après de faire une série d'albums. Mais au début, c'était prévu pour le magazine Delcourt qui s'appelait Pavillon Rouge, qui a existé pendant quelques années. Ouais, donc finalement, les débuts de Sillage, c'est fait pour une publication en presse. Non, parce que c'était à partir du tome 4, je crois. Oui, tome 4. Non, là, c'est vraiment... comme il prépubliait ses propres séries, il avait aussi envie d'avoir déjà des histoires petit format qui permettent dans un magazine de facilement remplir une petite série de pages sans prendre une tranche d'histoire qu'on va être obligé de publier sur les mois suivants. Donc c'était finalement un petit format de nouvelle qui lui plaisait bien, et les chroniques en plus, nous on s'est bien amusé parce que finalement on a demandé à tous les dessinateurs qu'on aimait bien de dessiner avec leur style notre personnage, et on a des trucs superbes.
Donc, quand vous commencez à faire le premier sillage, donc vous concevez ça comme une histoire déjà, un premier album qui est une histoire complète, Ouais. qui n'a pas, comme tu appelles le terme cliffhanger, quoi, qui n'a pas de suite, quoi. Et donc, alors ça, est-ce que ça vous a imposé quelque chose de, comment dire, un travail sur la narration, l'organisation par rapport aux séries qui paraissaient chez Delcourt, comme Carmen McCallum, qui étaient quand même des séries qui duraient sur 4, 5, 3, 4 albums, qui étaient des séries quand même à suivre, quoi. Ouais, c'était comme un film découpé en morceaux, et en fait, les gens, ils avaient perdu l'habitude, ou ils l'avaient pas chez Delcourt, d'avoir ce genre d'histoire. Et c'était finalement assez rare, on aurait presque pu l'appeler une aventure de Nevis, et puis à chaque fois mettre un titre différent. Donc ouais, on a travaillé là-dessus, c'est ce qu'on avait envie de faire, parce qu'on avait envie d'avoir un genre différent dans chaque album. Donc chaque album de sillage, il y a de la fantasy, du steampunk, il y a un peu de tout, il y a de tresse et des courses de voitures, il y en a un qui se passe, enfin c'est pas des voitures mais de véhicules, il y en a qui se passent dans une sorte de Japon imaginaire. Ce qui nous intéressait, c'était de visiter les genres à travers notre truc de science-fiction. Et en fait, pendant longtemps, les lecteurs n'ont pas vraiment compris, et pour être sûr qu'ils comprenaient, entre le tome 1 et le tome 2, on a fait une espèce d'ellipse en disant on sait ce que les gens attendent, on s'en doutait. Et c'est comme avec le tigre ours, quand on l'a tué, on se doutait bien qu'il pensait que ça allait devenir son animal de compagnie. Donc ils vont attendre la suite directe, c'est-à-dire aller sur le convoi, etc. Mais nous, on va faire autre chose. Donc on a passé ce moment-là, et on a fait une autre histoire qui a surpris les gens. Mais à partir de ce moment-là, ils ont été contents d'être surpris. Et c'était pas évident, parce que nous, on était persuadés d'en faire 3 ou 4 et que ça marcherait pas, parce qu'il y avait qu'un seul être humain, ce qui était quand même assez rare dans la bande dessinée. Donc c'était toutes sortes de choses comme ça, on pensait qu'on allait un peu dans le mur, et finalement, et on faisait l'inverse, parce que finalement les succès s'étaient construits sur l'habitude des univers qui sont toujours récurrents, et nous on avait décidé de changer. Et en fait finalement, on a eu très souvent des gens qui disaient, je me demande même des fois ils disaient j'ai pas trop aimé celui-là, mais en tout cas j'attends avec impatience le prochain. Donc en fait il y a une espèce de surprise. Ouais, de demande à être surpris, ouais, de la part de l'économie, c'est bien. Ouais. Et toi, Philippe, bon, quand tu as commencé à travailler sur Siège, est-ce que les problèmes graphiques, bon, je ne vais pas dire des problèmes, mais comment graphiquement tu as pu l'aborder par rapport à ce que tu faisais avant? Est-ce que tu as évolué, tu as fait des recherches spécifiques là-dessus? Les feuilles Oui, déjà c'était assez drôle, parce que moi j'avais signé le contrat en me disant je vais m'éclater à dessiner des machines, des robots, un univers que j'aimais bien explorer, et puis finalement tout se passait dans la jungle, dans le premier, dans la forêt, donc ça m'a fait dessiner des arbres, des feuilles, et finalement c'était vachement bien, parce que c'était un peu des points faibles que j'avais dans mon dessin, et je me dis c'est le gros avantage d'avoir un scénariste, c'est qu'on ne se scénarise pas ce sur quoi on a des facilités, mais le scénario il impose des contraintes qui font qu'on progresse un peu dans son dessin à chaque fois, et c'est ce qui est agréable, je trouve. En plus, Philippe, dans le premier, il a dessiné toutes les feuilles des arbres. On peut regarder, toutes les feuilles sont dessinées. Ah, t'es sûr qu'elles y sont toutes, hein? Vous avez compté après? Non, autre chose aussi dans vos albums, ce qu'on constate quand on voit les planches, il y a quand même une économie, il y a beaucoup de cases. Je pense que c'est une volonté de Jean-David, du scénario, de mettre beaucoup de cases, ou c'est toi, Philippe, qui décide de mettre en scène de cette manière-là? Je crois que c'est une volonté d'un peu nous deux, parce que comme on est parti pour faire des one-shots, il faut qu'on raconte une histoire. Et donc il faut bien remplir l'album pour que ça puisse se terminer à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'il y a ça, et puis il y a aussi le fait que comment, on a une influence comics et manga, et normalement évidemment dans le manga il y a moins de cases, sauf qu'il y a plein de cases qui sont des moments, des non-dits, des choses, des regards, des choses comme ça, et en fait du coup est presque une expression par bulle. Ça c'est assez courant, mais moi j'écris presque des fois trop comme ça, c'est-à-dire que j'ai du mal à faire des personnages qui disent 2 phrases en même temps, dans la même bulle, donc j'aime bien que les expressions changent, et du coup, cette influence du manga, comme on n'a que 46 pages, ça nous force à densifier le récit, quoi. Donc au début, il y a vraiment beaucoup de cases. Dans les derniers, un peu moins, là j'ai écrit le dernier, il y a un peu moins de cases par planche, mais c'est vrai que c'était vraiment comme ça. Une volonté donc de mettre beaucoup d'informations pour tenir dans les 44 ou 46. Heureusement qu'on a 46. Les 46 planches, que l'histoire soit complète au total, et qu'il y ait toutes les informations, qu'il n'y ait pas une espèce d'ellipse à la fin parce qu'on manque de pages. On est obligé de la faire des fois, mais on s'en sert pour la narration, des fois pour accélérer les trucs, parce que c'est marrant à faire, mais on essaye que ce soit une volonté et pas une obligation. Pour revenir à vos influences, parce que bon, vous avez des influences BD, vous parlez de comics, de manga, bon, on va parler de la BD Fondocobalt traditionnelle, bon, c'est vrai que quand on regarde votre album, donc il y a des personnages, là, dans le dernier, je l'en fais tout à l'heure, bon, il y a une galerie de personnages, bon, on pense automatiquement à Valérian, on pense
au bar dans les Star Wars avec tous ces personnages, on pense à ça. Donc, c'est volontaire, je pense que ça est assumé. Mais quelles sont aussi vos autres influences qui viendraient peut-être d'une BD peut-être moins connue, j'ai partagé des comics et des mangas chez vous? Moi j'avais une BD que j'aimais bien, ça s'appelait Starhawk, qui était une BD américaine, dessinée par Gil Kane. Et il y avait déjà c'était une sorte de policier intergalactique, une aventure d'une équipe, et il y avait tout le temps des tavernes remplies de pilotes, ce genre de choses. Finalement, après, j'ai retrouvé dans Star Wars. En live, quoi. Donc c'est pour ça que je trouvais ça extraordinaire qu'on puisse le faire. Parce que ça n'existait pour moi que dans les romans et les quelques comics de science-fiction de l'époque. Et finalement, je trouve que c'est assez amusant de faire foisonner comme ça plein de créatures bizarres, d'essayer d'en faire des marrantes, des plus inquiétantes, et surtout d'essayer de leur coller une sorte d'humanité quand même, puisqu'il faut qu'on puisse s'identifier au personnage. Donc c'est un challenge tout le temps de garder des créatures qui soient à la fois expressives ou comiques ou dramatiques. En fait, le concept de Sillage, c'est l'histoire d'une humaine qui est toute seule dans un convoi où il n'y a que des extraterrestres. Donc, ça change un peu à un moment. Elle croise des humains une première fois, mais elle ne peut rien en tirer. Donc, le concept, c'est de se dire on grandit toujours entouré d'extraterrestres, mais même nous. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Donc, même si on ressemble à des humains tous, on est un peu extraterrestres les uns pour les autres, donc c'est pas tellement différent, mais du coup on est obligé de les humaniser. Donc c'est vrai que Philippe il a un boulot, parce que même si c'est des crabes avec 4 yeux, il faut qu'on sente un peu leur émotion, etc., qu'on ait de l'empathie avec eux pour le moment. Comment vous avez fait peut-être le choix de ces représentations qui sont assez extraordinaires, parce qu'il y en a, je sais pas, une galerie qui absolument, je sais pas combien il y en a de différents. Je ne sais pas non plus combien il y en a. Et à chaque fois, finalement, il y a il faut les répertorier. Mais en plus, il n'y a pas fait graphiquement, il n'y a pas forcément de reliques. Ils sont tous très différents, très identifiés. Il y a quand même. Tu as suivi qui c'est qui choisit ça? Moi, je laisse Philippe faire. C'est toi qui fais tout ça? Tu as tes modèles ou tu sais? Non, c'est surtout en fonction des dialogues, finalement, du personnage, de ce que je ressens à travers le scénario. Des fois, Jean-David, il me décrit quel type de personnage c'est. Est-ce que c'est, je sais pas, un militaire un peu borné? Est-ce que c'est là, il y avait une planche avec un patron d'hôtel de passe, donc à chaque fois c'est drôle de réfléchir à... Mais souvent ils sont très inspirés d'un être humain. Des fois je vais mettre le nez là, je vais changer des éléments pour leur garder vraiment un côté à la fois familier mais étrange. Et des fois ils ont des têtes en forme de, je sais pas, de décapsuleurs. Je vais voir un truc marrant et je vais dessiner, et puis après je rajoute des yeux au bout, et puis ça devient un personnage qui tient la route, qui a quelque chose, quoi. Le plus dur, c'est de créer des personnages comme celui-là qui sont déjà avec Alien. Enfin, il y a plein de créatures déjà qui sont censées être menaçantes. D'essayer de renouveler ce genre de personnage, c'est plus compliqué, je trouve. Mais celui-là, en revanche, enfin pas celui-là parce que ça c'est l'Enfeust, oui, il existait déjà, mais en fait, celui d'avant, moi c'est un des seuls, je crois, où j'ai donné un truc à Philippe, parce que je me souviens quand on avait lu Hyperion, il dessinait, comme il dessine toujours quand il lit des romans, les personnages soit sur les pages ou à côté, etc. Et donc je voulais que ce soit le Gritch qui fasse penser au Gritch qui est le méchant de Hyperion. Donc en fait, on est reparti de là, donc je lui ai dit c'est un peu ça, l'esprit, etc. Donc voilà. Donc, et dans cette série Sillage, puisqu'on est au 15e épisode, donc, dans chaque album, vous avez décidé soit de développer une thématique, soit de revisiter quelque chose à travers la science-fiction, de développer une thématique. Alors, quelles sont les thématiques qui comment dire, que vous sentez concernés, que vous avez envie de dire? Parce que c'est aussi des paraboles sur le monde moderne, sur